Plus tard dans la journée, alors que la pluie continuait à tomber, la prisonnière se confia enfin à propos des vipères de jade. Cela faisait 10 ans qu'elle connaissait cette organisation secrète. Il l'avait trouvée au moment où elle avait tout perdu, la sauvant d'une mort certaine par la famine dans les rues. Sans eux, elle n'aurait jamais survécu. Elle expliqua à la princesse Clove qu'elle avait travaillé comme servante dans les résidences de divers officiers. Son rôle consistait à collecter des informations, des secrets, tous ceux qui pouvaient servir de levier en cas de besoin. Elle révéla qu'il y avait de nombreuses autres personnes comme elle, des sympathisants de la cause, offrant des services précieux. Mais les véritables vipères de jade formaient un cercle restreint, composé d'individus gardés dans l'ombre. Certains disaient qu'ils n'étaient que des mercenaires, alors que d'autres prétendaient qu'ils étaient des hommes de pouvoir et d'influence. La vérité se trouvait probablement quelque part entre les deux. Quant au chef des vipères, il n'était qu'une légende pour la plupart. Peu de gens avaient eu le privilège de le rencontrer, mais la rumeur murmurait qu'il possédait des capacités surnaturelles. Plus inquiétant encore, on disait qu'il avait découvert les faiblesses des dragons et savait comment les exploiter. La mention de la faiblesse des dragons fit naître un éclair de compréhension dans l'esprit de la princesse Clove. D'une voix pressante, elle interrogea la prisonnière, cherchant à savoir d'où provenait le poison et comment il était fabriqué. Tremblante de peur, la prisonnière toussa avant de lui répondre qu'elle n'en savait rien. La princesse, tentant de calmer son inquiétude, lui murmura qu'elle n'avait plus besoin de craindre quoi que ce soit. Clove se sentait reconnaissante que cette femme place sa confiance en elle. Pendant ce temps, dans la même pièce, le capitaine Nouren, toujours sur ses gardes, remarqua un soldat quitter discrètement les lieux. Le lieutenant Aaron, qui se trouvait à ses côtés, perçut son malaise et l'interrogea sur ses préoccupations. Nouren lui répondit qu'il n'avait pas encore de certitude, mais une sombre intuition l'assaillait. Bien plus tard dans la soirée, le soldat suspecté par Nouren s'introduisit furtivement dans la salle d'approvisionnement. Ses gestes étaient déterminés, son regard rempli de mépris pour la prisonnière. Il murmurait avec rancœur combien la bravoure de cette misérable allait leur coûter cher. Après tout, ce que les vipères de jade avaient fait pour elle. Il se préparait à incendier la cellule quand le lieutenant Aaron apparut soudain, confirmant les soupçons du capitaine. Surpris, le soldat s'écria, défiant, demandant comment ce chien au sang bleu avait pu arriver là. Aaron, d'une voix calme mais ferme, lui ordonna de déposer ses armes avant que la situation ne dégénère. Furieux, le soldat éclata de rage, clamant qu'il en avait assez de recevoir des ordres. Il attaqua le lieutenant Aaron, brandissant un couteau avec violence. Le lieutenant esquiva habilement, mais pas assez vite pour éviter une blessure. Profitant de l'occasion, le soldat tenta une nouvelle attaque. C'est alors que la nièce du général Raizo intervint, stoppant son assaut grâce à son lasso. Le soldat se tourna vers elle, furieux, s'interrogeant sur la présence de cette sorcière. Cette distraction permit au lieutenant Aaron de l'assommer d'un coup de lance bien placé. Alertés par le tumulte, les autres soldats accoururent aussitôt, prêts à agir. La générale, prise de court, interrogea le lieutenant Aaron sur la situation. Il lui indiqua de fouiller la pièce, expliquant qu'il semblait qu'un des soldats avait prévu de leur laisser un cadeau d'adieu. Il ajouta d'un ton sombre qu'au moins ils avaient découvert où avait disparu toute la poudre explosive manquante. Tandis qu'elle inspectait la pièce, la générale échangea un regard inquiet avec Aaron. Celui-ci, sentant l'angoisse monter, lui demanda ce qui la troublait. Elle lui confia que malgré les premières estimations, les pertes étaient bien plus graves. Au départ, elle avait cru que seules 5 caisses de poudre explosive manquaient, mais une vérification plus poussée avait révélé qu'un 5e de leur stock total avait disparu. Aaron, les yeux écarquillés, lui demanda combien de caisses restaient introuvables. La générale, avec une voix grave, lui répondit qu'il en restait suffisamment pour réduire toute la prison en cendres. Elle suggéra alors de se diviser pour retrouver ces caisses avant qu'il ne soit trop tard. Plus tard, Aaron et la générale tombèrent sur un patrouilleur de nuit, grièvement blessé et inconscient. Lorsqu'il reprit connaissance, Aaron le questionna sur ce qui s'était passé. Le soldat, d'une voix faible, révéla qu'il avait été attaqué par 2 de ses compagnons. Pendant ce temps,
De l'autre côté du palais, le capitaine Nouren montait lui-même la garde. 2 soldats apparurent derrière lui, le saluant respectueusement. Ils lui annoncèrent que quelque chose de grave s'était produit et que le lieutenant les avait envoyés le chercher immédiatement. Le capitaine Nouren leur demanda de quoi ils retournaient. Les soldats, visiblement nerveux, lui expliquèrent que la sécurité du palais était compromise. Ils insistèrent sur l'urgence d'évacuer la princesse Clove et la princesse Caris. Intriguée, la princesse demanda pourquoi une telle évacuation était nécessaire. L'un des soldats expliqua au capitaine Nouren qu'il ne voulait pas semer la panique, mais qu'un imposteur avait été découvert parmi leurs rangs. Cet homme avait été surpris en train de préparer une explosion massive avec plusieurs caisses de poudre. Face à cette révélation, Nouren, stupéfait, ordonna l'évacuation immédiate de la prison. Les princesses Caris et Clove, inquiètes, demandèrent pourquoi elles devaient être évacuées. Le soldat répondit que cet endroit n'était plus sûr. Clove, angoissée, voulut savoir ce qu'il en était du lieutenant Aaron, insistant sur le fait qu'elle ne pouvait pas le laisser derrière. Le capitaine Nouren, d'une voix ferme, lui rappela que le lieutenant était un soldat aguerri, formé pour affronter ce genre de situation. Il saurait se débrouiller seul. La princesse Caris, refusant toujours de partir, chercha des explications supplémentaires. Mais Nouren, pressé par le temps, lui répondit qu'il aurait aimé tout lui expliquer, mais que la réalité était bien plus sombre. Cet endroit était devenu un piège mortel. Il la supplia de lui faire confiance. Alors que l'attention de tous était fixée sur le capitaine Nouren et la princesse Caris, un soldat se glissa discrètement derrière la prisonnière. En un instant, il la poignarda, brisant le silence d'un coup brutal. Ce matin-là, le conseiller qui discutait avec le prince Kiro disait à celui-ci qu'il espérait que la pluie aurait cessé d'ici peu. Quoi qu'il en soit, la rencontre avec les dignitaires s'était apparemment bien déroulée. De plus, l'impératrice avait demandé une audience avec lui, de préférence aujourd'hui. Il interrogea le prince sur la possibilité de fixer l'entrevue pour l'après-midi. Mais Kiro, indifférent, détourna la conversation et demanda où se trouvait la princesse Clove. Le doyen répondit qu'elle surveillait toujours la prisonnière, en compagnie de la princesse Caris et de la garde céruléenne. En entendant ces mots, Kiro revit leur dernier baiser en pensée, rougissant légèrement. Cependant, ses réflexions furent interrompues lorsque le conseiller attira son attention pour mentionner une autre affaire urgente. Avant qu'il ne puisse continuer, le grand maréchal fit irruption, coupant court à la discussion. Il annonça qu'il avait quelque chose d'important à discuter avec le prince. Le conseiller, respectueux, salua le grand maréchal, heureux de le croiser. Le grand maréchal expliqua qu'il venait pour informer son Altesse que la liste des hommes qui l'accompagneraient lors de son voyage vers le continent du Nord était prête. Conscient de l'urgence, il espérait que le prince viendrait examiner la liste dans les plus brefs délais. Cependant, Kiro, d'une voix ferme, répondit qu'il devrait attendre. Le maréchal, cherchant à insister, évoqua l'importance de s'adresser aux soldats avant le départ. Mais le prince, plus strict encore, déclara qu'il ne se répéterait pas. Il s'excusa brièvement et expliqua qu'il avait d'autres affaires à régler, avant de s'éloigner, laissant le grand maréchal et le conseiller sur place. Le conseiller, embarrassé, tenta de justifier l'attitude du prince, assurant au maréchal qu'il s'occuperait de son affaire très bientôt. Il ajouta, d'un ton apaisant, que le dragon pourpre semblait agité depuis le matin, et il supposait que cela devait être lié à la tempête qui se préparait. De l'autre côté du palais, la scène prit une tournure tragique lorsque la prisonnière fut poignardée. Le capitaine Nouren et la princesse Caris, pris par surprise, réagirent avec stupeur. Mais Clove, déterminée, bondit pour défendre Faye. Dans un élan de fureur, elle parvint à désarmer l'agresseur. Face à la vision terrifiante du dragon azur, le soldat recula, terrifié. On criait immédiatement aux hommes de le capturer, mais il tenta de fuir. Le capitaine Nouren, d'une voix forte, ordonna à tous les soldats de le pourchasser sans relâche. Il ne devait pas le quitter des yeux. Un seul instant, Clove, le cœur battant, se précipita aux côtés de Faye, hurlant pour qu'on appelle le médecin immédiatement. La prisonnière, en larmes et souffrant, murmura à Clove qu'elle savait que cela finirait ainsi.
Elle n'aurait jamais pu s'échapper après ces révélations. Clove, tentant de la rassurer, lui disait qu'elle ne mourrait pas et que le traître paierait pour ses crimes. Elle le lui promit, mais insista sur le fait qu'elle devait s'accrocher. Le capitaine Nouren s'approcha, son expression grave. Il demanda à Clove de l'écouter. Il lui révéla que le garde n'agissait pas seul, quelque chose d'anormal se cachait derrière cette attaque. Plus tôt, il avait été informé par le lieutenant Aaron qu'un autre soldat avait été découvert dans la salle d'approvisionnement, préparant une charge de poudre explosive. Les événements avaient pris une tournure encore plus dangereuse. La princesse Kaharis, secouée, intervint. Elle confirma les soupçons du capitaine, expliquant qu'elle avait aussi remarqué des signes étranges ces derniers jours. Elle n'avait pas réussi à assembler les pièces du puzzle, mais il était clair maintenant qu'il cherchait à les piéger ici. L'attaque sur la prisonnière n'était qu'une diversion. Il était temps de partir. La prisonnière, les larmes aux yeux, regarda Clove avec une supplication silencieuse. Elle lui demanda de s'en aller. Le soldat avait déjà accompli son sombre dessein, la générale de l'armée pourpre et le lieutenant Aaron qui s'étaient séparés pour chercher les caisses de poudre disparues furent brusquement alarmés par le bruit des soldats pourchassant le fugitif. Ce dernier avait finalement été débusqué, caché derrière une poutre. Les soldats, l'entourant, lui ordonnèrent de se rendre. Le fugitif, un sourire sinistre aux lèvres, leur répondit en brandissant une bougie qu'il ne mourrait pas seul. Puis, dans un élan de geste désespéré, il mit le feu à la poudre explosive. Les soldats hurlèrent, alertant tout le monde de l'imminence du danger, et se mirent à courir dans tous les sens. La panique envahit les lieux. La princesse Kaharis, précipitant sa course vers une issue, murmura que si cet endroit n'était pas aussi exigu, elle aurait pu transmuter pour les protéger. Clove, l'angoisse nouant sa gorge, ne pensait qu'à la prisonnière, désormais portée par un soldat. Ils cherchaient tous frénétiquement une sortie. Puis, soudain, l'explosion retentit, ébranlant tout le palais. Le bruit assourdissant se propagea, attirant l'attention de tous. Les soldats identifièrent rapidement la prison comme étant le point d'origine du désastre. À l'autre bout du palais, le prince Kiro, submergé par l'inquiétude, transmuta sans hésitation pour se rendre sur les lieux de la catastrophe. Le capitaine Nouren à terre tenta de se redresser encore ébranlé par l'explosion. Il se précipita vers la princesse Kaharis, blessée à la jambe. Sans perdre de temps, il l'aida à se relever, lui demandant de s'accrocher à lui. Chaque seconde comptait. Il lui expliqua que la première déflagration n'était qu'un avant-goût du chaos à venir et que le tunnel menaçait de s'effondrer complètement. Puis, son regard se posa sur l'autre côté des flammes, là où la princesse Clove était coincée. Les flammes, furieuses et insurmontables, empêchaient toute tentative de passage. Les soldats, impuissants, lui crièrent qu'ils allaient essayer de contourner les débris, mais pour l'instant, ils ne pouvaient l'atteindre. Malgré sa propre blessure, Clove ne pensait qu'à Faye. Alors que des roches commençaient à s'effondrer dangereusement près d'elle, le lieutenant Aaron intervint, la sauvant de justesse. Il se tourna vers le capitaine et la princesse Kaharis, leur assurant qu'ils ne pouvaient pas franchir les décombres, même en essayant. Il les incita à partir en avant, promettant de trouver une autre issue avec Clove. Dans un regard intense, Aaron fixa la princesse, l'urgence palpable dans ses yeux. Il n'y avait pas une minute à perdre. Pourtant, Clove, déterminée, lui répondit qu'elle refusait d'abandonner Faye. Ensemble, elle et Aaron, portant la prisonnière, se mirent à courir à la recherche d'une autre sortie. Pendant ce temps, le capitaine Nouren, portant Kaharis dans ses bras, ordonna à ses hommes de le suivre sans relâche. Ils ne s'arrêteraient qu'une fois hors de danger. Mais à mesure que le tunnel s'effondrait autour d'eux, la peur gagna les soldats. Nouren savait qu'il devait réussir. C'est alors que la princesse Kaharis, sentant la gravité de la situation, concentra ses forces. Dans un ultime effort, elle transmuta, brisant les roches devant eux, leur ouvrant un passage vers la liberté. Alors que le grand maréchal, le prince Kiro et leurs soldats se précipitaient vers la prison, ils aperçurent le capitaine Nouren et la princesse Kaharis, effondrés au sol après avoir réussi à se dégager des décombres. Le prince Kiro se précipita aussitôt vers Kaharis, l'angoisse palpable.
Il lui demanda ce qui s'était passé. Essoufflée, elle lui expliqua que 2 soldats, des vipères de jade, avaient sûrement planifié leur trahison depuis des jours. Le capitaine, devenu méfiant, avait ordonné l'évacuation. Mais avant que tout le monde ne puisse sortir, la prisonnière avait été poignardée. Il n'avait pas pu aller bien loin car les murs s'étaient effondrés, séparant la princesse Clove et le lieutenant du groupe. Elle supplia Kiro de les sauver, craignant qu'ils ne soient piégés sous les décombres ou pire encore. Le grand maréchal interrogeait un soldat, cherchant à savoir si quelqu'un avait réussi à s'échapper et où se trouvait la générale Ray. Le soldat, encore sous le choc de l'explosion, expliqua qu'il n'avait vu personne sortir. Il raconta qu'il déplaçait des caisses de poudre explosive lorsque les tunnels avaient commencé à s'effondrer. Certains de leurs hommes s'étaient mis à l'abri, mais la générale Ray était introuvable, probablement plus loin dans le tunnel. Le grand maréchal resta figé, les pensées tournées vers sa nièce. Le prince Kiro, sentant l'urgence, lui ordonna de se lever. Il lui dit que ce n'était pas le moment de se perdre en question sur la manière dont un autre traître avait échappé à sa vigilance. Ce qui importait, c'étaient les dizaines de vies piégées dans cet enfer brûlant, y compris celle de la future reine. Il ajouta que le grand maréchal était le seul à connaître suffisamment bien la prison pour les guider hors de ce cauchemar et que chaque seconde perdue diminuait leurs chances de survie, la fumée toxique se propageant rapidement. Le grand maréchal répondit que le feu était leur ennemi le plus immédiat, mais il expliqua aussi que certaines parties des tunnels de la prison avaient été fortifiées pour résister en cas de cession des renforts principaux. Bien qu'il ne puisse pas garantir combien de temps ces structures tiendraient, il supposait que si personne n'avait été grièvement blessé, ceux qui connaissaient bien les souterrains se dirigeraient vers la sortie Est. Ce n'était pas une certitude, mais il restait convaincu que sa nièce, accompagnée du dragon azur, réussirait à s'échapper. Le prince Kiro, les mâchoires serrées par l'inquiétude, ordonna au grand maréchal de rassembler ses hommes et de constituer une équipe pour éteindre ce qu'il restait de l'incendie. Avant de le laisser partir, il ajouta d'une voix ferme qu'il espérait pour le bien du maréchal que ses prédictions se révéleraient justes. Ses pensées revinrent alors à la princesse Clove, et empli de détermination, il invoqua son dragon rouge, cherchant son aide pour affronter cette crise brûlante. Le lieutenant Aaron pressa la princesse Clove de se hâter, car les tunnels menaçaient de s'effondrer d'un instant à l'autre. La princesse, inquiète, lui demanda où il se dirigeait. Aaron lui expliqua qu'une zone fortifiée se trouvait un peu plus loin et insista sur l'importance de ne pas s'arrêter avant d'y être parvenu. Mais alors qu'elle courait, Clove aperçut un soldat, immobilisé, peinant à avancer. Le laisser là lui semblait impensable. Avec détermination, elle l'aida à se relever, et ensemble, ils atteignirent finalement la zone fortifiée où d'autres soldats les attendaient. Le lieutenant Aaron ordonna sur le champ qu'ils prennent en charge la prisonnière blessée. À sa stupéfaction, il vit la princesse Clove arriver derrière, soutenant le soldat qu'elle avait sauvé. Aaron, les sourcils froncés, lui demanda si elle avait perdu la raison. Le soldat, reconnaissant, la remercia, mais la princesse Clove, indifférente, affirmait que n'importe qui aurait fait la même chose. C'est alors que le lieutenant retrouva la générale Ray, qui, avec un sourire en coin, le félicita de s'être joint à eux. Elle avoua qu'après la première explosion, elle pensait qu'il aurait fui comme tant d'autres. Voir Aaron et le dragon azur braver cet enfer était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Son regard se posa ensuite sur la prisonnière agonisante. Elle disait avec dédain qu'elle ne pensait pas revoir cette misérable. Elle se tourna vers Clove, regrettant qu'elle gaspille ainsi ses efforts, et suggéra de l'abandonner. Clove, exaspérée, répliqua fermement que personne ne serait laissé derrière. Ray, secouant la tête, fit remarquer que de nombreux soldats étaient blessés et que la prisonnière ne ferait que les ralentir davantage. Clove, les yeux étincelants de détermination, lui rappela qu'elle était la nièce du grand maréchal et qu'elle occupait le poste de général. Elle demanda à la voix froide s'il existait un chemin vers la sortie Est. Ray, avec un sourire moqueur, répondit que cela était plus facile à dire qu'à faire. Elle expliqua que cette prison avait été conçue
pour rendre toute évasion impossible. À présent, la fumée et les décombres envahissaient déjà l'endroit. Elle avertit que se précipiter sans réfléchir risquait de les désorienter. La menace des tunnels, encore remplis de poudre, pesait lourdement. 16 soldats en avaient retiré une partie avant l'explosion, mais il en restait encore beaucoup. La structure tenait par miracle, mais ils ne pouvaient pas savoir jusqu'à quand cela serait possible. Le lieutenant Aaron, le visage sombre, déclara qu'il préférait ne pas rester là pour le découvrir. Il sentait que les murs ne tiendraient plus longtemps. Ray, d'une voix autoritaire, ordonna à tous de se préparer au départ. Ils devaient rester groupés, scrutant les débris pour trouver une issue. Les soldats se relevèrent, déterminés malgré la situation. Aaron, observant les blessés, murmura qu'il craignait qu'ils ne puissent tous suivre le rythme. Clove, l'air grave, partageait ses doutes. Son regard se posa sur la prisonnière, dont les gémissements trahissaient la souffrance. Pendant ce temps, à l'extérieur, les soldats s'activaient pour secourir les blessés. Le grand maréchal interrogea l'un de ses lieutenants, demandant s'ils avaient localisé la princesse consort ou la générale. Le lieutenant, préoccupé, répondit que la fumée ralentissait leur progression. Les dégâts étaient considérables et ils n'avaient aucun moyen de savoir où elle se trouvait. Un dragon apparut dans les cieux, attirant tous les regards. C'était le prince Kiro, transmuté en sa forme de dragon. Les soldats, stupéfaits, murmuraient qu'ils ne l'avaient jamais vu ainsi. L'inquiétude se lisait dans son comportement. Reprenant forme humaine, Kiro s'inquiétait pour Clove. Elle aurait déjà dû être dehors. Il interrogea son dragon rouge, espérant un indice sur sa position. Mais la créature, bien que puissante, ne pouvait offrir de certitude. Une chose, cependant, était claire. Si le réceptacle azur avait péri, il l'aurait senti. Le dragon lui rappela que Clove possédait désormais un fragment du pouvoir des dragons pourpres et qu'elle se trouvait quelque part sous leurs pieds. Il invita Kiro à se concentrer, à sonder ce labyrinthe de feu. Le prince, fermant les yeux, chercha en lui-même. Un bref éclat lui révéla Clove, luttant parmi les décombres, cherchant désespérément une issue. Il fut brutalement ramené à la réalité par les cris des gardes, ordonnant à tous de reculer. Le labyrinthe menaçait de s'effondrer. L'image de Clove restait gravée dans son esprit, son angoisse grandissante. Dans les décombres de la prison, la situation devenait désespérée pour la princesse Clove, Ray, le lieutenant Aaron et les soldats. Chaque tentative pour trouver une issue échouait. Ils étaient véritablement piégés. Ray, furieuse de son impuissance, fulminait. Elle était persuadée qu'ils avaient exploré tous les chemins possibles à travers les tunnels, sans succès. Le désespoir perçait dans sa voix lorsqu'elle avertit Clove qu'à moins de se frayer un passage, leur destin serait scellé dans ces décombres. La prisonnière, à demi consciente, rêvait de sa mère. En ouvrant les yeux, elle distingua la générale qui, d'une voix furieuse, s'adressait à la princesse Clove. La générale exigea de savoir qui la princesse consort était vraiment si elle n'était pas ce qu'elle prétendait. Clove lui demanda de se calmer avant d'expliquer qu'elle était bien le réceptacle de la bête azurée. Comme le prince Kiro, elle était née avec les marques qui en témoignaient. Cependant, contrairement à lui, elle ne pouvait pas contrôler le pouvoir du dragon comme ils l'avaient tous espéré. Elle avoua que si elle avait pu dégager un passage à travers les décombres, elle l'aurait déjà fait, mais jamais elle ne les abandonnerait ainsi. Bien qu'incapable de déplacer les rochers, elle pensait avoir un autre moyen de les sortir de ce piège, à condition qu'ils lui fassent confiance. Elle admit que son idée pouvait sembler farfelue, mais elle les encouragea à se rapprocher de la surface. Ray, la rage au visage, leva la main et gifla violemment Clove, puis hurla lui demandant si elle pensait que c'était un jeu. Le lieutenant Aaron tenta d'intervenir, mais Ray l'écarta brutalement, le traitant de sale chien. Elle l'accusa de trahison, affirmant qu'il était au courant depuis le début et n'avait rien fait pour les protéger. Selon elle, cette mascarade avait mis en péril la vie de tous et elle ne le tolérerait plus. Elle déclara que le grand maréchal avait raison de ne pas leur faire confiance. Comment pourrait-il procréer la progéniture choisie par le dragon divin si elle n'était pas la redoutable princesse Azur? Elle se moqua de Clove, lui reprochant de ne pas être restée sur son île oubliée de tous,
isolée du monde et de Kiro. Elle insinuait que Clove, dans son ennui, n'avait pu résister à l'envie de jouer les héroïnes, lui rappelant qu'elle était censée protéger leur peuple. Elle demandait à la princesse Clove de regarder autour d'elle. Elle n'avait pu protéger personne, elle les avait juste tous condamnés. Elle fut interrompue par un éboulement soudain. Ray ordonna alors aux soldats de se préparer à partir, mais voyant la princesse Clove s'occuper de la prisonnière, certains hésitèrent à la laisser derrière. Ray les somma de choisir entre la suivre, elle, pour tenter de trouver un autre chemin et survivre, ou rester là et mourir. La prisonnière, le regard voilé par la douleur, demanda à Clove d'une voix faible si elle avait été ordinaire tout ce temps. Clove lui répondit qu'elle l'avait toujours été ainsi, submergée par la douleur. Elle sanglotait devant Faye, s'excusant de ne pas avoir pu la protéger. La prisonnière, touchée, lui répondit que son attention pour elle était le plus bel acte de gentillesse qu'on lui ait accordé depuis longtemps. Bien que rongée par la culpabilité, elle voulut que Clove sache qu'elle avait choisi cette vie dès l'instant où les vipères l'avaient approchée. Faye avoua avoir commis des actes terribles et craignait que son peuple ne souffre à cause de ces hommes. La princesse tenta de la rassurer, promettant que cela n'arriverait pas et jurant de protéger son peuple. Faye lui confia alors que, dans sa ville, on disait toujours que la nature des dragons était liée au sang, une soif insatiable qu'un simple humain ne pouvait contenir. À mesure qu'elle en apprenait davantage, elle comprenait pourquoi ils avaient réellement peur de Clove. Pourtant, Faye voyait en elle un cœur pur, un cœur que le peuple suivrait sans se soucier du pouvoir du dragon. Un cœur, pensait-elle, capable de changer le destin de ceux qui, comme elle, étaient sans défense. Faye ajouta que la princesse lui rappelait quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Sa mère. Les larmes aux yeux, elle serra Clove contre elle, confondant la princesse avec cette figure maternelle perdue. Pendant ce temps, autour d'elle, Ray, Aaron et les soldats cherchaient désespérément un moyen de sortir des décombres. Clove, encore en larmes, tenta de se concentrer. Elle chercha à établir un lien avec le dragon pourpre ou avec Kiro, appelant à eux. Elle savait qu'ils pouvaient l'entendre, qu'ils étaient là, quelque part. Dans son esprit, elle se demandait s'ils allaient vraiment attendre l'inévitable après tout ce chemin parcouru. Elle se demandait s'ils allaient l'abandonner maintenant. Elle les implorait, s'ils ne le faisaient pas pour elle, alors qu'ils le fassent pour les hommes condamnés sous les décombres avec elle. Tandis qu'elle parlait, un éclair foudroyant traversa le ciel, résonnant comme un présage. Puis frappa Clove, la laissant avec un regard lumineux et étincelant,